Les matins de France Culture, Guillaume Erner. 5 ans après la crise migratoire qu'a connue l'Europe, le plus grand camp de réfugiés d'Europe, le camp de Moria, situé sur l'île de Lesbos en Grèce, est parti en fumée. Les migrants se retrouvent à nouveau au carrefour de nouvelles difficultés marquées par l'épidémie, une politique européenne qui peine à se synchroniser. Qu'est-ce que l'épidémie mondiale a changé au flux migratoire? Quel bilan tirer de la politique migratoire en Europe? Et le drame du camp de la Moria peut-il renouveler les conditions d'accueil des migrants? Pour en parler, je suis en compagnie de Mathilde Webel, qui est là-bas à Lesbos. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez surtout avec l'hôpital de Lesbos. Vous avez déjà passé 8 mois là-bas l'an dernier avec une ONG. Et vous êtes interprète en langue afghane. Et puis ici à Paris, je suis en compagnie du chercheur François Gémen. Bonjour. Bonjour. François Gémen, vous êtes chercheur à l'Université de Liège, enseignant à Sciences Po et membre du GIEC. Et vous allez publier dans quelques jours, On a tous un ami noir, pour en finir avec les polémiques stériles sur les migrations, aux éditions Fayard. François Gémen, ce qui s'est produit à Lesbos vous surprend-il? Absolument pas, malheureusement. Je dirais que c'est le résultat inéluctable de 5 ans et même davantage d'inaction complète en matière d'asile et d'immigration de la part de l'Union européenne, et que donc il devait forcément arriver un drame comme celui-là dans des camps qu'on laisse quasiment à l'abandon, qui sont surpeuplés, où les gens sont dans des conditions sanitaires indignes. Il faut rappeler qu'il y avait là près de 13 000 personnes, 4 fois la capacité d'accueil du camp. Ça devait forcément arriver. C'est une situation qu'on laisse pourrir depuis des années et des années. Mathilde Webel, vous qui êtes sur place, à quoi ressemblait le camp de Moria avant? Est-ce que vous pouvez nous le décrire? Alors, il faut dire que c'était un camp, donc, comme vous l'avez dit, qui était surpeuplé depuis le début, en fait. Depuis 2015, il a été peu à peu peuplé par de plus en plus de personnes. On a atteint des chiffres jusqu'à 22 000 personnes en mars dernier, par exemple. Donc, les chiffres actuels sont un peu plus bas, mais ça a toujours été une surpopulation extrême, une insalubrité difficile à décrire. Les gens vivaient vraiment dans la saleté, avec des rats, des cafards, des nouveau-nés, des personnes âgées. Tout type de personnes en fait qui étaient forcées de vivre dans des tentes ou dans des conteneurs qui étaient vraiment insalubres. Les conditions sanitaires étaient aussi difficiles à décrire. On avait des dizaines de personnes, voire des centaines de personnes parfois, qui partageaient les mêmes toilettes et les mêmes douches. L'accès à toutes conditions, enfin par exemple l'alimentation était très difficile. Les gens faisaient la queue pendant des heures chaque jour pour obtenir une barquette repas. Donc c'est un camp qui a toujours été un enfer en fait pour les gens qui y vivaient. Et aujourd'hui, la situation sur place, puisque vous êtes actuellement sur l'île de Lesbos en Grèce, quelle est-elle? Est-ce que vous pouvez là aussi nous éclairer? Elle est catastrophique. En réalité, elle l'a toujours été, mais disons que c'était un peu plus caché, puisque depuis 6 mois, les habitants de Moria étaient en fait confinés, donc avec interdiction de sortir. Donc on avait, disons, beaucoup plus de mal à avoir accès à eux, et en tout cas la population locale ne les rencontrait pas forcément. Toutes ces personnes se retrouvent dans les rues, sans nulle part où aller. Donc on a Il n'y a pas du tout d'infrastructure aujourd'hui prévue pour les recueillir, pour les repas, bref, pour leur permettre de vivre. Non. À partir du moment où ils ont fui les incendies du camp, les personnes se sont retrouvées donc sur la route, et ils ont été en fait bloqués par la police, qui les empêchait d'avancer et qui les empêchait de rejoindre le centre-ville de Mytilène. Donc les gens sont restés sur cette route, ou sont partis dans la forêt. Et voilà, ils sont restés là parce qu'en plus de la police qui a établi des barrages, on a aussi des groupes d'extrême droite qui empêchent aussi le passage, et qui empêchent également le passage des volontaires ou des ONG qui voudraient apporter de l'aide. François Gémen, qu'est-ce que l'on peut faire face à une telle situation? Je dirais qu'il y a bien sûr un impératif humanitaire qui consiste maintenant à reloger ces personnes potentiellement au sein de l'Union européenne, à commencer par les enfants. On a vu Alors là, il y a des initiatives de prise.
On voit toute une série d'initiatives qui sont prises. On voit notamment toute une série de villes et d'entités fédérées et d'autorités locales qui disent qu'ils ont les moyens de pouvoir accueillir et que donc on peut mettre cela en place. Et puis, à moyen terme, il faut d'urgence avoir une vraie politique européenne en matière d'asile et d'immigration pour éviter précisément que les gens ne soient parqués dans des camps aux frontières de l'Europe simplement parce qu'on ne veut pas les voir, parce qu'on ne veut pas les accueillir. Et ça fait peser aussi un poids déraisonnable sur ces îles qui sont aux portes d'entrée de l'Union européenne. On connaît le cas de Lesbos, on connaît aussi le cas de Malte, on connaît le cas de Lampedusa. Ce sont des situations qui ne sont pas tenables dans un continent qui veut être à la hauteur de son projet politique. Oui, parce que Mathilde Webel, vous le dites, ce camp était dans une situation sanitaire lamentable depuis de nombreuses années. Donc, il y avait beaucoup de choses qui n'ont pas été résolues et elles n'ont pas été résolues parce que personne n'a voulu mettre les moyens pour qu'elles soient résolues. Oui, exactement. Et on a tendance parfois à justement mettre la faute sur la Grèce. Et il faut quand même rappeler que l'île de Lesbos est une petite île déjà, et que la ville de Mytilène est une ville qui compte à peu près 25 000 personnes, grosso modo. Donc, au plus fort de la population, de la surpopulation du camp de Moria, c'était à peu près le double de la population de la ville. Donc c'est vrai que la population locale... Oui, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, il y avait très peu de différence. Les hôpitaux, oui, tout le monde était submergé, en fait. Et au quotidien, quelle était la vie du camp? Puisque je rappelle que vous êtes notamment interprète en langue afghane. Les Afghans étaient une part importante, majoritaire dans ce camp? Oui, grande majorité d'Afghans. En 2015, 2016, on avait un peu plus de Syriens, mais actuellement et depuis plusieurs années, c'est vraiment les Afghans qui sont la majorité et qui se retrouvent, parqués là, à attendre un avenir incertain, puisqu'ils se retrouvent en fait pris dans des procédures administratives infinies qui aboutissent rarement, voire jamais. Et voilà, ils se retrouvent à attendre et voilà. François Gémen, est-ce que ce type de conditions indignes est faite pour éviter la théorie de l'appel d'air? C'est-à-dire que si ce camp était un camp digne, eh bien, il y aurait la crainte qu'il y ait plus encore de migrants. Bref, comment expliquer une situation aussi intolérable à l'intérieur des frontières européennes? Je dirais que c'est une situation relativement similaire à celle qu'on a connue en France à Calais avec la jungle, c'est-à-dire qu'on préfère fermer les yeux sur ce qui s'y passe plutôt que de prendre le problème à bras le corps. Et on a des gouvernements qui sont véritablement tétanisés et qui effectivement craignent aujourd'hui d'offrir un accueil digne à ces gens. Et ça paraît surréaliste de le dire sur une antenne de radio un matin, mais on a des gouvernements qui effectivement se refusent à offrir un accueil digne simplement parce qu'ils sont contaminés par ces thèses et ce vocabulaire de l'extrême droite, notamment autour de l'appel d'air, et s'imaginent que s'ils fournissaient un accueil digne à ces gens, eh bien cela attirerait davantage de migrants. Mais c'est méconnaître profondément les réalités des migrations que d'imaginer que des gens vont risquer leur vie, vont payer des milliers d'euros à des passeurs, tout ça pour pouvoir prendre une douche dans de bonnes conditions, tout ça pour avoir accès à des toilettes qui ne soient pas surpeuplées, tout ça pour pouvoir vivre décemment tout simplement. Pour vous, en tout cas, c'est ce que vous expliquez dans votre livre « On a tous un ami noir » à paraître aux éditions Fayard. François Gémen, la théorie des frontières fermées, elle ne fonctionne pas. Il y a encore cette idée très prégnante, effectivement, dans l'esprit des gouvernements, mais aussi dans l'esprit des gens, que les frontières sont la variable d'ajustement des flux migratoires mondiaux. En gros, que si vous ouvrez les frontières, tout le monde va venir, et qu'à l'inverse, si vous les fermiez, vous allez empêcher les migrations. Mais le problème, c'est que ça ne marche pas comme ça, que jamais les gens ne vont se décider à partir parce qu'une frontière au loin s'est ouverte, que jamais les gens ne vont rester parce qu'une frontière est fermée. Et on le voit bien en Europe, les frontières extérieures sont hermétiquement fermées, c'est le seul point d'accord presque entre les gouvernements européens, et pourtant, les gens arrivent quand même. Jamais une frontière fermée ne va empêcher un migrant de passer. Le seul effet des frontières fermées, c'est de rendre les migrations plus dangereuses, plus coûteuses et donc malheureusement plus meurtrières, avec déjà quasiment 600 morts en Méditerranée depuis le début de l'année. Mathilde Webel, vous les connaissez bien, ces migrants afghans, puisque vous êtes, je le rappelle, interprète en langue afghane. Quel était le trajet qu'ils avaient fait? Comment s'y étaient-ils pris pour aboutir sur cette île de Lesbos en Grèce?
Alors, il y a deux types, on va dire, de migrants afghans. Il y a ceux qui viennent directement d'Afghanistan et donc qui fuient les conflits qui durent depuis 40 ans dans leur pays. Ils sont donc passés par l'Iran. En traversant l'Iran, ils ont dû faire face à des réseaux de passeurs, des réseaux mafieux qui leur ont extorqué des sommes assez énormes d'argent. Combien Puis, en moyenne? Ça peut aller dans les 4 000 euros, 6 000 euros, quelque chose comme ça. Mhm. Et voilà. Après, les prix évoluent énormément en fonction de l'offre et la demande. Est-ce Donc qu'ils ont même la tendance à traversée de- monter actuellement, comme on imagine que les frontières sont de plus en plus hermétiques? Il y a également la pression de la pandémie qui ne facilite pas les choses. Est-ce que du coup les passeurs demandent plus d'argent? Comment ça se passe? Oui, en tout cas, ce que je sais, c'est par rapport à la traversée donc de la mer entre la Turquie et Lesbos. Les prix ont vraiment augmenté parce que il me semble, on m'avait raconté qu'en 2015-2016, on pouvait traverser pour 200-300 euros si on connaissait un passeur, si on avait de la chance. Maintenant, c'est quand même en dessous de 1 000 euros. Je crois que c'est difficile. Donc on pense c'est surtout des familles en fait qui arrivent, des familles oui. avec enfants, donc plusieurs personnes, voire 10 personnes parfois par famille. Donc c'est déjà une route qui est très difficile, qui est très longue. On fait des parties à pied dans les montagnes, en Iran, en Turquie, et tout ça pour arriver à Moria. Vous qui connaissez bien encore la situation sur place, puisque vous êtes actuellement sur l'île de Lesbos en Grèce, Mathilde Webel, ces Afghans qui ont risqué ce voyage, qui sont-ils? Est-ce que là aussi, est-ce que les passeurs sont des Afghans? Bref, comment fonctionne ce système-là et qui tente la traversée? Alors justement, on a ceux qui viennent directement d'Afghanistan et qui fuient des menaces très précises sur leur personne ou des attaques, des explosions, des attaques des talibans donc en Afghanistan. Ça peut être des familles. Enfin là, ce qu'on voit à Lesbos, c'est surtout des familles justement avec jeunes enfants, avec personnes âgées. Il y a aussi des Afghans qui avaient fui leur pays quelques années plus tôt et qui ont passé quelques années en Iran. Où ils sont discriminés et où ils ont accès en fait à aucun droit de base. Donc il y a une grande communauté afghane en Iran qui se retrouve à travailler, mais sans aucun droit, sans même le droit d'acheter par exemple une carte SIM pour avoir un téléphone à son nom. Donc les enfants peuvent pas aller à l'école et en plus les gens risquent d'être arrêtés en pleine rue et d'être déportés ou renvoyés en Afghanistan. Et comme c'est quelque chose qui arrive de plus en plus depuis quelques temps, que l'Iran renvoie les personnes en Afghanistan, c'est aussi ça qui a fait que de nombreux Afghans qui étaient en Iran ont décidé de poursuivre le voyage un peu plus loin. Et donc c'est la plupart du temps des familles ou parfois des jeunes hommes qui sont menacés personnellement. Et les passeurs, qui sont-ils? Alors les passeurs, ça dépend des pays, mais c'est en général des personnes du pays. Donc en Iran, ce sera des Iraniens, en Turquie, des Turcs. Et ici, en Grèce, il y a tous les réseaux de passeurs qui fonctionnent à partir d'Athènes et qui envoient les gens vers l'Europe, puisque maintenant c'est la seule manière de continuer le voyage et c'est quelque chose qui fonctionne toujours, il faut le dire, même si officiellement les frontières sont fermées. C'est-à-dire comment ça se passe concrètement? Concrètement, il faut avoir de l'argent et puis on achète des faux papiers et ensuite on contacte donc un passeur. Vous les voyez à Lesbos? À Lesbos un peu, et puis à Athènes surtout, j'ai eu l'occasion d'en rencontrer plusieurs. Donc là, c'est plutôt soit des Afghans, soit ça dépend des communautés. Pour les Afghans, ce sera des Afghans. Pour les Kurdes, ce sera des Kurdes. Enfin, pour les Syriens, ce sera des Syriens. Souvent, c'est des personnes qui sont installées depuis longtemps dans le pays, qui parlent donc grec, qui sont intégrées. Et voilà, qui voient un peu ça comme une manière aussi d'aider leurs compatriotes, on va dire, et qui permettent aux gens de quitter la Grèce, puisque c'est vraiment considéré comme un enfer pour tout le monde, et tout le monde veut quitter ce pays. François Gémen, justement, vous vous êtes penché sur le business des passeurs. Vous expliquez qu'il y a un lien entre la fermeture des frontières et l'augmentation du prix des passages. Effectivement, le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, la lutte contre les passeurs semble être la priorité absolue de tous les gouvernements, mais en réalité, lorsque nous fermons les frontières, nous nous rendons complices des passeurs. Ce qui évidemment va faire prospérer le business des passeurs, c'est le fait que les frontières sont fermées avec des gens qui ont absolument besoin de les franchir et qui donc se trouvent à la merci des passeurs. Ça veut dire qu'ils peuvent, d'une part, faire monter les prix jusqu'à plusieurs milliers d'euros, comme on vient de l'entendre à l'instant, et que surtout, ce sont les passeurs qui désormais décident
en quelque sorte, de la politique migratoire de l'Union européenne. Ce sont eux qui décident qui arrive, où et quand et à quelles conditions. Et donc, en quelque sorte, notre politique de fermeture des frontières est en réalité la meilleure chose qui puisse arriver au business des passeurs, qui est aujourd'hui devenu le 3e trafic illégal le plus rentable au monde, derrière le trafic d'armes et de drogue, avec évidemment cette particularité cynique qui le rend si attirant pour les passeurs, c'est que quand vous perdez la marchandise avec les migrants, contrairement aux armes ou à la drogue, il n'y a personne qui viendra vous la réclamer. Et donc, nous sommes en réalité complices de ce business des passeurs. Mais pourquoi d'après vous ? Je pense Est-ce que c'est par candeur ? Est-ce que c'est par cynisme ? Il y a, je crois, au sein de l'Union européenne et au sein des gouvernements, un refus absolu de regarder les choses pragmatiquement et rationnellement, et on va préférer mener des politiques absurdes et meurtrières au nom de considérations idéologiques, de peur de faire progresser l'extrême droite, de peur d'attiser certaines tensions, soit politiques, soit de faire peur à l'électorat, et ça nous conduit complètement à rester en permanence dans ce narratif de crise. Et effectivement, toutes les images de migration qui sont renvoyées dans les médias sont toujours des images de crise. Et effectivement, ces crises ne peuvent profiter qu'aux extrêmes qui, évidemment, vont chercher à imposer ce narratif dans le débat public en espérant retirer des dividendes électoraux. Il y a un refus absolu d'essayer de voir comment organiser les choses. On préfère se murer dans une posture réactive. Je crois que c'est assez dramatique. Et dans le livre, j'essaye précisément de plaider pour une posture plus pragmatique et plus rationnelle qui permette de sortir de cette rhétorique de crise. Mais alors, Mathilde Webel, comment les habitants de l'île de Lesbos vivent-ils cela ? Alors, est-ce qu'il y a aujourd'hui, vous l'avez dit, un sentiment de désespoir, d'exaspération face à cette situation, l'impression probablement d'être complètement isolés et lâchés par les autres Européens ? Exactement. En fait, les habitants de Lesbos sont au début, on va dire, de ce problème ces arrivées massives de réfugiés en 2015, ont beaucoup aidé en fait les gens qui arrivaient. Petit à petit, les gens ont perdu en fait espoir et ont vraiment l'impression d'être laissés à eux-mêmes. Et là, on sent vraiment depuis plusieurs mois une augmentation des tensions et ça devient très très difficile en fait pour les étrangers en général en fait de vivre ici, puisqu'ils se font agresser, ils se font refuser certains cafés, certains lieux. On a des attaques de groupes d'extrême droite très violentes à l'encontre soit des réfugiés, soit des volontaires européens qui viennent leur apporter de l'aide. Donc on a eu des voitures cassées, des bureaux brûlés, des gens agressés dans la rue. Donc la tension monte depuis en tout cas 6 mois et les gens n'en peuvent plus, ont l'impression d'être complètement abandonnés par l'Europe et ils peuvent pas gérer. En fait, c'est une petite ville, c'est une petite île et voilà, les gens ne savent plus du tout comment faire. Vous-même, comment continuez-vous votre métier ? Puisque je rappelle que vous êtes interprète en langue afghane, Mathilde Webel, sur l'île de Lesbos avec ce camp de réfugiés de la Moria qui est parti en flammes. Comment avez-vous exercé votre métier et comment continuez-vous, si vous pouvez continuer à l'exercer ? Alors, c'est difficile, c'est fatigant, on va dire, émotionnellement surtout, parce que justement la situation en fait se dégrade et on sent en fait une grande animosité entre les groupes. Donc forcément, comme je traduisais surtout ces derniers temps à l'hôpital, j'étais vraiment en contact avec le personnel soignant de l'hôpital qui avait tendance à être très méfiant, très réticent à l'idée de recevoir des réfugiés. Donc on se retrouvait vraiment pris entre deux feux à parfois traduire à ce qu'on nous demande de traduire presque des insultes en fait. En tout cas, renvoyer les gens, leur dire qu'on veut pas les voir, qu'on peut pas les voir. Donc c'est assez difficile et c'est vrai qu'on se demande un peu à quoi bon de temps en temps parce qu'on est là, on a notre bonne volonté et on essaye de faire ce qu'on peut. Il y a quand même, c'est souvent des petites ONG en fait ou des volontaires internationaux qui viennent comme ça aider, qui peuvent faire quelque chose. Mais sinon, on a l'impression d'avoir aucun soutien politique et en fait, on a même l'impression que les politiques font tout pour nous rendre la vie plus difficile. Donc c'est vrai que c'est assez décourageant. On imagine effectivement aisément ce que vous pouvez penser en ce moment. On se retrouve dans quelques instants, Mathilde Webel. Je rappelle que vous êtes interprète en langue afghane, présente sur l'île de Lesbos, en Grèce. On se retrouve également avec vous, François Gémen. Vous allez bientôt publier « On a tous un ami noir » aux éditions Fayard. Il est 8h sur France Culture. 7h, 9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
5 ans après la crise migratoire qui a secoué l'Union européenne et alors que le plus grand camp de l'Union européenne a été détruit par les flammes, les migrants se retrouvent confrontés à de multiples difficultés, l'épidémie, une politique européenne qui peine à se synchroniser. On en parle avec Mathilde Webel. Vous êtes en direct depuis cette île grecque de Lesbos. Vous êtes interprète en langue afghane. Vous travaillez surtout avec l'hôpital. Et vous avez déjà passé 8 mois l'an dernier avec une ONG sur place. Et puis ici à Paris, et je suis en studio avec François Gémen, chercheur à l'Université de Liège, enseignant à Sciences Po, membre du GIEC. Vous avez notamment publié On a tous un ami noir, ou plutôt il va paraître le 30 septembre ce livre, et c'est aux éditions Fayard. François Gémen, on parle beaucoup de ce qui se passe à Lesbos, mais ici même à Calais, et cela a été dit pendant les informations, la préfecture a interdit aux associations non mandatées par l'État de distribuer des repas aux migrants dès aujourd'hui et jusqu'à la fin du mois de septembre. Comment peut-on interdire de distribuer des repas aux migrants ? Je vais essayer de ne pas m'énerver, mais ça fait des mois, sinon des années, que l'État essaie de mettre des bâtons dans les roues des associations et des volontaires qui essayent vaille que vaille à Calais d'aider les migrants. Et donc non seulement l'État est incapable, ou plutôt refuse, de fournir à ces migrants des conditions de vie décentes, de leur fournir des sanitaires, de leur fournir des repas. Non seulement il s'y refuse, mais en plus il essaye d'empêcher ceux qui essayent, malgré tout, de fournir une aide élémentaire à ces migrants, de leur fournir cette aide. Et donc véritablement, Calais, c'est notre Moria à nous, c'est une situation que l'on laisse pourrir depuis des années, et tant de la même manière que Moria existe parce que Moria est à 9 km des côtes turques, Calais existera toujours en tant que point de départ des migrants, tant que Calais restera situé à 35 km des côtes anglaises. Et cela, on ne veut pas voir, et on fait des propositions de loi sur le séparatisme, alors que le vrai séparatisme, il est là, dans le fait que nous ne voulons pas accepter le fait que les gens à Calais ou les gens à Moria, ils font aussi partie de notre société. Et vous nous avez expliqué tout à l'heure, François Gémen, que la guerre aux passeurs, parce que on se dit lorsqu'on vous entend que la situation géographique, il est impossible de la modifier, mais qu'on pourrait éventuellement faire la guerre aux passeurs. Vous dites que c'est une illusion et que les choses, bien évidemment, ne donnent pas satisfaction du tout sur ce plan. Et qu'on est surtout dans une logique profondément contre-productive. Comme je le disais et comme je l'explique dans le livre, plus on va fermer les frontières, plus on va faire le business des passeurs. Nous en sommes devenus complices et aujourd'hui, ce sont les passeurs qui font la politique d'asile et d'immigration dans l'Union européenne puisque les gouvernements se refusent à la faire eux-mêmes. Mathilde Webel, on imagine que la pandémie a encore complexifié la vie de ces migrants en Grèce, sur l'île de Lesbos. Oui, absolument. En fait, en plus de tous les dangers auxquels les personnes étaient exposées depuis leur arrivée, puisque, ils étaient exposés à des attaques non seulement de la population locale, de la police et les conditions de vie dont on a parlé. La menace de la pandémie, en effet, était une espèce d'angoisse comme ça latente qui pesait au-dessus d'eux. Le camp de Moria a été confiné pendant 6 mois à partir de mars. Et donc, les personnes n'avaient aucune opportunité de sortir, de se promener, de changer les idées. Pendant toute cette période, on n'a eu aucun cas de corona à Moria. D'ailleurs, on en a eu très très peu aussi à Lesbos jusqu'à récemment. Donc, l'île a été assez épargnée par ce virus, puisque le confinement a été très strict dès le début. En revanche, à partir du moment où on a ouvert les frontières, surtout au tourisme, les gens ont commencé à voyager et certains habitants de l'île, par exemple, ont rapporté le virus de leurs vacances ou d'Athènes. Et c'est là que ça a commencé à se propager un peu parmi la population locale. Et à partir de septembre, on a eu des cas à Moria. Et alors, aujourd'hui, la situation épidémique sur l'île de Lesbos, quelle est-elle ? Elle commence à être incontrôlable puisque l'hôpital est submergé. C'est un petit hôpital il me semble qu'il y a 6 lits de soins intensifs. Oui. Qui sont donc tous occupés, j'ai l'impression. Et c'est un hôpital qui n'est pas du tout préparé à gérer une crise de cette ampleur. Donc jusqu'à maintenant, on avait été épargnés. Mais là, déjà, les médecins appellent à l'aide, ne savent plus comment s'en sortir.
Et avec le début des cas à Moria, c'était vraiment, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Et en plus, on n'a aucun moyen de savoir à combien de cas on se trouve, puisque les personnes ont disparu. Mais c'était une bombe à retardement qui a explosé. Et c'était clair que ça allait arriver. Et oui, parce que pendant la pandémie, la crise des migrants se poursuit et on pourrait faire la liste de tout ce qui s'est déroulé, François Gémen, à ce sujet. On a vu par exemple un cargo battant pavillon danois transportant des migrants secourus qui s'est vu refuser l'autorisation d'accoster. On a vu également en Italie l'évacuation de quelques 2400 migrants depuis des centres de rétention sur l'île de Lampedusa et vers la Sicile. Bref, il n'y a pas d'inflexion ni de pause évidemment dans cette question-là. Il n'y en a aucune, et quand on doit tirer le bilan de la politique européenne depuis ces 5 dernières années, malheureusement ce bilan il est nul. Absolument nul. Rien n'a bougé, rien n'a évolué, ni les questions de relocalisation, ni les questions de port de débarquement, ni la question de la réforme des conventions de Dublin. Tout ça est au point mort avec des gouvernements tétanisés. Alors la Commission européenne doit présenter à la fin du mois un nouveau pacte en matière d'asile et d'immigration avec, on l'espère, de nouvelles propositions et la mise en place d'une vraie politique européenne. Mais je crains à nouveau que cette proposition de la Commission ne soit retoquée ou refusée par les gouvernements. Souvent on a tendance à blâmer l'Europe pour ce qui arrive, mais il faut bien rappeler que ce sont les gouvernements en premier lieu qui s'opposent aux propositions parfois assez constructives de la Commission européenne. Par exemple, le plan de relocalisation qui avait été proposé à la fin de l'année 2015 allait plutôt dans le bon sens. Lorsqu'on proposait une harmonisation des critères d'octroi de l'asile, ça allait plutôt dans le bon sens. Lorsqu'on proposait des ports de débarquement sûrs, ça allait plutôt dans le bon sens. Alors il y a aussi des choses qui vont dans le mauvais sens, notamment les questions d'externalisation de l'asile, où aujourd'hui on confie de plus en plus à des États tiers et à des régimes souvent douteux le soin de mener à notre place la politique d'asile, mais globalement, on est dans une situation où tous les gouvernements européens essayent de se défausser de leurs responsabilités, essayent de confier le problème à d'autres, et le résultat, c'est une situation qui est humanitairement dramatique et qui menace, à mon sens, le projet européen dans ses valeurs mêmes. alors puisque l'on parle justement de responsabilité, Mathilde Webel, le Premier ministre grec a laissé entendre que l'incendie du camp de Moria, donc sur l'île de Lesbos, pourrait être causé par je cite, des réactions violentes contre les contrôles sanitaires qui ont été effectués la semaine dernière dans le domaine de la lutte contre la pandémie. Qu'est-ce que vous en savez? Que sait-on et que dit-on sur place? Alors, on ne sait rien concrètement des responsabilités de l'incendie. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est de loin pas le premier incendie qui arrive à Moria, et il y en a eu déjà 3 cette année depuis mars et les années précédentes également. Le système, par exemple, électrique était complètement obsolète. Il y avait beaucoup d'accidents de personnes qui faisaient leur thé dans leur tente et qui mettaient le feu sans faire exprès, ou qui fumaient une cigarette et voilà, qui mettaient le feu parce qu'en ce moment il fait encore très chaud ici. Il y avait du vent aussi ce soir-là et il y a eu plusieurs feux sur l'île en général. Donc c'est quelque chose qui est très probable. Ça peut être un accident. On ne sait rien du tout de la réalité de ce qui s'est passé. Après, c'est quand même assez cynique de parler de contrôle sanitaire alors qu'on fait vivre des gens pendant 5 ans dans des conditions que vous avez qualifiées qui ne sont pas des conditions plus qu'insalubres. Enfin voilà, on ne ferait pas vivre des animaux dans ces conditions-là. Donc vous considérez que cette excuse a été trouvée, cet alibi a été trouvé par le gouvernement grec pour effectivement tenter de faire oublier les conditions dans lesquelles ont vécu ces migrants jusque-là. François Gémen, est-ce que les routes des migrants ont évolué? Parce qu'il y a eu beaucoup de changements depuis 2015 en Méditerranée. Il y a eu la question libyenne avec une situation qui s'est aggravée là-bas. Qu'en est-il pour ces différentes routes et celles qu'empruntent aujourd'hui les migrants? Bien sûr, les routes évoluent sans cesse au gré des mesures qu'on prend pour fermer telle ou telle route. Et donc le problème, quand on va vouloir fermer
une route migratoire. On se souvient de la fermeture de la route des Balkans, par exemple, à la fin de l'année 2016. Le problème, c'est que les migrants et les passeurs vont emprunter d'autres routes, soit en créer de nouvelles, soit en réactiver d'anciennes. Et ces routes qui sont réactivées ou créées sont souvent des routes plus longues et donc plus dangereuses. Et c'est comme ça qu'effectivement, les flux d'arrivée changent. Aujourd'hui, par exemple, c'est l'Espagne qui aujourd'hui est la première porte d'entrée des migrants et demandeurs d'asile vers l'Europe. Ça a longtemps été la Grèce, puis ça a été l'Italie. Et donc on voit néanmoins une constante, c'est que c'est toujours les pays, bien sûr, du sud de l'Europe, de la rive nord de la Méditerranée, qui constituent les principales portes d'entrée. Et c'est tout le problème des accords de Dublin qui précise que la demande d'asile doit être introduite dans le premier pays européen traversé. C'est systématiquement un des pays de la rive nord de la Méditerranée. Et ces pays se sentent complètement abandonnés. On a vu les réactions d'exaspération de l'Italie. On a vu à quel point ça fait monter l'extrême droite italienne, la Ligue du Nord. On voit l'exaspération bien compréhensible de la Grèce et des habitants de Lesbos, qui est une petite île complètement dépassée par les événements. C'est vraiment l'absence de politique européenne aujourd'hui qui est la responsable de cet incendie en réalité. On a beaucoup parlé du règlement de Dublin. Alors ce règlement, donc, il impose aux pays où les migrants arrivent de trouver une solution, d'essayer d'en trouver une pour ces migrants. Bien entendu, ça ne pèse pas de la même manière sur tous les pays européens pour des raisons géographiques évidentes. Où en est-on sur l'évolution de ce règlement de Dublin ? Le paradoxe, c'est que tout le monde est d'accord pour dire que ce règlement ne fonctionne pas, marche sur la tête et est profondément injuste. Injuste à la fois pour les pays de la rive nord de la Méditerranée et injuste pour les demandeurs d'asile qui, selon le pays où ils vont introduire leur demande, auront plus ou moins de chances d'obtenir l'asile et seront accueillis dans des conditions très très différentes. Donc tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut réformer ces conventions, mais personne n'est d'accord pour trouver un système alternatif. Et donc toutes les propositions de réforme ont été systématiquement retoquées. Et donc le paradoxe, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui avec un système dont plus personne ne veut, mais simplement faute de pouvoir se mettre d'accord sur un autre. Et quels sont les différents intérêts en présence ? Est-ce que justement il y a toujours en quelque sorte l'égoïsme des pays du Nord qui s'affrontent aux pays du Sud ? Il y a bien sûr cela, il y a aussi les réticences qui sont connues des pays d'Europe centrale et orientale qui ont très peur de se voir imposer des quotas d'accueil de demandeurs d'asile. En général, tout le monde essaye d'accueillir le moins possible et il y a ici une déconnexion évidente, flagrante, entre ce que disent les gouvernements, le refus d'accueillir, et la volonté qui est exprimée souvent par les habitants ou par les autorités. En Allemagne, il y a désormais plein de villes, de communes et d'États fédérés, de Länder, qui disent « nous sommes prêts à accueillir ». Un sondage de l'organisation Destin commun montre qu'en France, 3% des Français sont prêts à accueillir personnellement chez eux des migrants. Ça fait quand même 2 millions de personnes. Il y a véritablement un débat sur l'accueil et l'intégration qui est confisqué par les gouvernements où les voix des autorités locales, des communes et des gens ne sont pas du tout entendues. Et moi, ce qui me frappe, c'est à quel point, lorsque je vais en France faire des conférences, c'est de voir un pays qui est beaucoup plus accueillant que celui que nous décrivent à longueur de journée les responsables politiques qui défilent au micro des radios et des télévisions. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de quantifier l'arrivée des migrants par an en Europe, en France, François Gémen ? On est capable de la quantifier quasiment à l'unité près. En 2019, l'Union européenne a recueilli 676 000 demandes d'asile. C'est l'Allemagne qui en a accueilli le plus, 23%, suivi de la France avec 20%. Donc il y a eu en France 130 000 demandes d'asile l'an dernier, qui venaient essentiellement des Afghans, des Guinéens et des Géorgiens. Donc c'est quelque chose qui est quantifié, et ce sont des chiffres qui sont désormais bien en dessous de ceux qu'on a connus lors des années 2015 Où là, et on 2016. était à quel niveau d'arrivée ? On est revenu exactement au niveau qu'on connaissait vers 2012-2013, c'est-à-dire avant ce qu'on a appelé la crise des réfugiés. On est revenu à une situation, je dirais, quasiment normale en termes de chiffres, mais par contre, on est resté dans ce narratif et dans cet imaginaire de crise. Et alors, puisque l'on parle de la France, on a évoqué la situation à Calais. Aujourd'hui, les migrants qui tentent le passage vers l'Angleterre, ils sont encore tous à Calais ou bien au contraire, ils sont plus disséminés ? Ils sont à Calais et dans les alentours, ils sont aussi en Belgique. Il y a aussi des tentatives depuis les Pays-Bas. Il est certain que la Manche est une sorte d'autoroute maritime et donc beaucoup vont embarquer sur de petites embarcations, parfois sur des kayaks, parfois sur des petits radeaux, sur des rafts. Ça crée évidemment des situations qui sont extraordinairement dangereuses et là aussi un problème
qu'on ne veut pas gérer puisqu'on est dans la surenchère permanente entre l'Angleterre et la France et que là encore, personne ne veut revoir ces accords du Touquet qui sont profondément déséquilibrés, qui déplacent la frontière de l'Angleterre en France et à nouveau, l'Angleterre et la France ne parviennent pas à se mettre d'accord sur des accords qui pourraient les remplacer et on se retrouve coincé avec ces accords finalement qui ne fonctionnent plus et sont déséquilibrés. Et oui, parce que le dimanche 16 août, l'armée britannique a annoncé déployer du personnel de la Royal Navy pour assister les gardes-côtes britanniques dans le cadre donc de la question des migrants. François Gémen, le Brexit, j'imagine, va encore complexifier considérablement ce dossier. On voit bien que chaque pays se claque mûr. Bien sûr, puisque une des raisons d'être du Brexit, c'était, en tout cas dans la campagne, c'était l'idée que l'Angleterre allait retrouver le contrôle et la maîtrise de sa frontière, qu'elle n'avait en réalité jamais perdue, puisque l'Angleterre ne faisait pas partie de l'espace Schengen et ne participait pas à la politique européenne en matière d'asile et de migration. Et effectivement, avec le Brexit, beaucoup de migrants craignent qu'il ne soit plus difficile d'entrer par la suite, d'autant plus que l'Angleterre a annoncé une réforme de sa politique d'asile et d'immigration au 1er janvier, où il faudra désormais disposer d'un certain revenu pour pouvoir entrer en Angleterre, et donc certains essayent de passer avant. Mais alors, la maîtrise des frontières, parce que ça c'est une prérogative régalienne, on comprend bien que ce soit quelque chose de naturel pour un État. S'il y a un État, c'est qu'il y a des frontières. Vous revenez justement là-dessus dans le livre que vous allez faire paraître dans quelques jours. On a tous un ami noir pour en finir avec les polémiques stériles sur les migrations aux éditions Fayard. François Gémen, votre point de vue là-dessus? On a tendance à croire que le contrôle des frontières, ça veut dire la fermeture des frontières. Or, c'est précisément la fermeture des frontières qui empêche de contrôler les flux, de savoir qui arrive et dans quelles conditions, puisque les gens sont obligés de les franchir illégalement. Et la fermeture des frontières ne tarit pas du tout le flux des migrations. L'idée qu'on va pouvoir arrêter les migrations en fermant les frontières, c'est un fantasme dont il faut absolument se débarrasser. Si l'on veut mieux contrôler les frontières, il faut les ouvrir davantage. Ça semble être un paradoxe, mais pourtant c'est la réalité. Mais alors, est-ce que c'est un discours qui est aujourd'hui audible? Parce que vous évoquiez les politiques et un certain nombre de commentateurs qui s'expriment sur le refus des migrants et des étrangers. Aujourd'hui, ils ont largement de l'audience dans les médias. Qu'en pensez-vous, François Gémen? Écoutez, je travaille à la fois sur la question de la gouvernance du climat et de la gouvernance des migrations. Je suis frappé de voir combien sur la question du climat, les scientifiques, les chercheurs sont quand même peu ou prou écoutés. Chacun aujourd'hui a conscience qu'il faut lire les rapports scientifiques, écouter ce que disent les chercheurs. Sur la question des migrations, c'est comme si nous prêchions dans le désert. C'est comme si les décisions en matière d'asile et d'immigration étaient prises sur des considérations strictement idéologiques ou sondagières, mais ne s'appuient jamais sur les résultats de la recherche. J'ai espoir qu'un jour, peut-être, on en arrive à davantage de rationalité et de pragmatisme. Pour l'instant, c'est effectivement comme si la raison nous avait quittés sur ce dossier. Mathilde Webel, on imagine que la situation à Lesbos, dans cette île grecque telle que vous nous l'avez décrite, est une situation compliquée. J'utilise un euphémisme. Qu'est-ce qui peut se passer dans les prochains jours ? On attend de voir. Là, en effet, c'est une situation compliquée. C'est pas la première fois. On a eu des grosses tensions ici en février déjà, avec des attaques aussi et des incendies par les groupes d'extrême droite. La situation s'était un peu calmée avec aussi le confinement. Maintenant, on n'a aucune idée de ce qui va se passer. Ce qui est clair, c'est que ces gens sont dans la rue, qu'ils ont pour l'instant aucun accès ni à l'eau, ni à la nourriture, ni à l'hygiène. Parmi eux, on a des cas de malades du Covid. Donc voilà, on n'a aucune idée de ce qui se passe puisque pour l'instant, aucune réponse officielle. Et vous nous avez dit que les ONG avaient beaucoup de difficultés à travailler là-bas ? Oui, pour l'instant, elles n'ont pas accès à ces personnes puisque la route est toujours bloquée à la fois par la police et par les barrages des groupes d'extrême droite. C'est-à-dire que vous, géographiquement, vous êtes du côté de Mytilène, c'est-à-dire loin de l'ancien camp de la Moria ? Oui, moi je suis dans la ville de Mytilène, qui est à peu près 30 minutes en bus, par exemple, ou en voiture du camp de Moria. Et voilà, je ne peux pas y aller, sauf à mes risques et périls, on va dire. J'ai une amie médecin qui est allée justement retrouver ses patients, essayer de retrouver ses patients parmi les 13 000 personnes pour leur apporter des médicaments. Et les policiers lui ont dit, on vous laisse passer. Si vous vous faites attaquer par ces groupuscules, c'est votre problème, on ne pourra pas vous protéger. Voilà, donc elle est passée quand même, mais elle était seule. Et voilà, c'est un peu la situation actuelle.
Merci de nous avoir expliqué ce qui se passait sur place, Mathilde Webel. Je rappelle que vous êtes notamment interprète en langue afghane sur l'île grecque de Lesbos. François Gémen, un bilan qui malheureusement demeure assez lourd et une difficulté pour faire preuve d'optimisme quant à l'avenir. La Commission doit présenter à nouveau de nouvelles propositions à la fin du mois. J'espère qu'on pourra malgré tout aller un peu vers l'avant. J'espère surtout que les gouvernements écouteront davantage les voix qui viennent des autorités locales, qui viennent des gens ordinaires, où la situation de l'accueil est très différente de celle à laquelle ils veulent croire parfois. Votre livre « On a tous un ami noir pour en finir avec les polémiques stériles sur les migrations » est à paraître le 30 septembre aux éditions Fayard. Je vous présente mes camarades qui viennent prolonger cette émission. Hervé Gardette, Géraldine Mosna-Savoie et une nouvelle, Sandrine Trainer, la directrice de France Culture. Hervé, de quoi allez-vous nous parler ? Des rapports du WWF et du CAE qui ont été publiés hier. Géraldine. De coude. Et vous, Sandrine, de quoi allez-vous nous parler ? Pas de coude, de papier. Non, mais peut-être dans 3 mois, je viendrai parler de coude. Oui, papier. Papier, notre revue qui sort aujourd'hui en kiosque et en librairie.